Et donc l'objectif, c'est nourrir le débat, proposer un chemin et accompagner les territoires. Donc, première question, pourquoi la nécessité d'une transition agricole alimentaire? À vrai dire, si tout allait bien, on n'en aurait pas besoin. Donc, je vous passe les différents engagements qu'on a déjà développés précédemment, puisque on est vraiment dans la foulée, donc c'est pas la peine que je les reprécise, mais donc il y a tous ces enjeux-là auxquels il faut répondre. Deuxièmement, il y a un petit souci quand même sur la stagnation des rendements agricoles. Alors ce graphique, c'est 45-2018, et ici, vous avez l'indice 100 qui a été choisi à 1996. D'accord ? Pourquoi 1996 ? Parce que si on met des courbes de tendance, alors pardon, je ne vous ai pas précisé, là on parle des rendements moyens de blé tendre, orge, maïs, grain, colza, d'après les statistiques du ministère de l'Agriculture. Vous voyez au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plan Marshall, gain phénoménal de productivité. D'accord ? Ça c'est très clair. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 90, on a une stagnation des rendements et puis aussi ce phénomène un peu de variabilité très forte. Donc, il n'y a pas d'unanimité sur les raisons de ces stagnations des rendements, mais de mon point de vue, on peut retenir d'une part une dégradation des sols. C'est que le système orge, maïs, colza, il a des limites, et là, on y est. Le dérèglement climatique, on l'a évoqué tout à l'heure, des étés trop chauds, des printemps trop humides. Et puis, on a aussi, il faut le dire, des impasses techniques sur les phytos. Et à un moment donné, les phytos touchent leurs limites avec le développement de résistance chez les insectes. Le glyphosate crée des résistances dans les mauvaises herbes, etc. etc. Donc, cette course en avant, elle est limitante, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle touche le problème de l'acceptabilité sociale des phytos. Et donc ces deux phénomènes-là nous amènent dans ce que j'appelle moi cette impasse des rendements agricoles. Le deuxième sujet qu'on a peu abordé avant, mais Terre de Liens va nous en redire un mot, je présume, c'est la question de la perte des terres agricoles et de l'enjeu majeur de préserver nos capacités nourricières. Pour ça, c'est très simple, il faut arrêter l'artificialisation des surfaces agricoles. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est les zones d'artificialisation majeures, donc ça ressemble quand même grosso modo à la carte des villes de France, c'est assez simple. À retenir, la surface agricole disponible par habitant, donc la surface agricole totale de la France divisée par le nombre d'habitants, elle a diminué de moitié depuis 1930. Donc, là, l'enjeu, c'est vraiment notre capacité à produire de quoi nous nourrir. On a besoin de terres agricoles pour ça et on n'en prend pas assez soin. Donc nous, dans l'AFTER, on fixe un objectif de réduction par 2 du taux d'artificialisation. L'équilibre alimentaire, nutrition, santé. Donc là, pour aller à l'essentiel, j'ai repris des infographies faites par l'État, donc par l'organisme Santé publique France. Donc c'est la vulgarisation du plan national nutrition santé. Donc vous le voyez, les enjeux nutrition santé, c'est qu'on mange globalement. Alors déjà, on mange globalement trop, mais en plus, on mange trop gras, trop salé, trop sucré, trop de protéines animales, trop de produits transformés qui, au-delà de la faible qualité nutritionnelle, posent le problème des sucres cachés. Et puis, on ne mange pas assez de fruits et légumes frais, de fibres et de légumineuses. Voilà, donc je passe là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la matinée. Mais on a ce sujet, cet enjeu quand même majeur de nutrition santé. Donc pourquoi est-ce qu'on a constitué un scénario AFTER? Donc c'était pour répondre à cette somme d'enjeux. Et donc si on les résume, il s'agit de mieux nourrir les hommes avec un H majuscule, de s'adapter et de lutter contre le changement climatique. Donc s'adapter, c'est-à-dire parvenir à maintenir une agriculture, et lutter contre, c'est réduire fortement les gaz à effet de serre liés à l'activité agricole, les diviser par 2. On a aussi un petit souci sur notre modèle agricole actuel, c'est que quand même les agriculteurs, globalement, ils vivent mal de leur métier. Statistique MSA 2016, 30% des exploitations agricoles en France se sont versés un revenu de 350 € maximum. Donc 30% de nos agriculteurs ne se dégagent pas un salaire, quoi. Améliorer la santé des consommateurs, donc ça on l'a vu notamment sur l'enjeu nutrition santé, mais aussi sur l'enjeu pesticides. Garantir la qualité des produits. Alors, quelle qualité? Il peut y avoir un débat. Il faut restaurer les écosystèmes qu'on a malmenés. J'accélère. Il faut rééquilibrer nos échanges avec l'extérieur. Donc je pense à l'arrêt par exemple des importations de soja transgénique. Il faut intégrer le bien-être animal, qui est un enjeu montant dans la société. Et puis il y a aussi vocation à développer des nouvelles productions, des nouveaux services. Je pense aux matériaux biosourcés ou à l'énergie issue de l'agriculture. Et puis enfin, l'alimentation, c'est quand même fondamental. C'est aussi des paysages. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai bien en tête, Claude. Offrir de la saveur, la gastronomie. Et puis, c'est une notion de terroir. Donc, derrière tout ça, il y a du plaisir.
de la convivialité et de la culture, et c'est aussi un enjeu à prendre en compte. Et donc After 2050, c'est ça, un gros entonnoir dans lequel on met tous ces sujets, et on propose, nous, du champ à l'assiette, une équation complexe, mais on essaye d'y répondre par le scénario After, en proposant une assiette qui soit moins carnée, mieux équilibrée, et une évolution réaliste des systèmes agricoles. J'insiste sur le réaliste, c'est-à-dire qu'on ne propose pas de rupture technologique, on ne fait pas de paris sur des innovations, on vulgarise et on déploie ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Comment ça marche ? J'ai 10 minutes, hein, donc ça va être rapide, mais si on veut aller à l'essentiel, comment ça marche ? Petit 1, on modifie l'alimentation des Français. Donc ça, c'est de la sensibilisation. On met les soutiens publics là où il faut et on arrête de les mettre là où il ne faudrait pas. Et puis, deuxièmement, cette modification de l'alimentation, ça donne un signal à la production, aux gens qui produisent notre alimentation, donc en premier lieu les agriculteurs, mais aussi les industries. Et donc, ça permet, en deuxième temps, de modifier les pratiques agricoles et les productions. Et donc, nous, on ne va pas du champ à l'assiette, on fait l'inverse. On part de l'assiette et on va au champ. Donc l'assiette, c'est le point de départ et la clé de réussite d'une transition agricole et alimentaire réussie. Et alors, on va essayer d'en rester juste sur cette diapo pour comprendre ce dont il s'agit. En gros, c'est 2010, c'est l'assiette moyenne des Français, basée sur un K2 que je vous présentais tout à l'heure. Et ça, c'est l'assiette que nous, on préconise dans After. Ça, c'est une proposition, hein, c'est sujet à débat. Premier point, la quantité d'aliments à gérer, on mange trop, je vous l'ai dit, donc on réduit. Deuxième point, le niveau de surconsommation, on le ramène au niveau de surconsommation de l'an 2000. Rappelez-vous, en l'an 2000, vous mangiez déjà trop, mais vous étiez quand même tout à fait en bonne santé. Hein. Et on propose de se dire, bon allez, hop, on ramène à l'an 2000, mais du coup, il s'agit pas, on n'est pas sur une disette ou quoi que ce soit. Hein. Le gaspillage alimentaire, le gaspillage, c'est de l'énergie consommée, des gaz à effet de serre et de l'argent de perdu. Donc, il faut réduire ce gaspillage. Donc là, c'est un sac poubelle, ça nous fait penser à notre poubelle de consommateur, mais c'est du champ jusqu'à notre cuisine, en passant par l'agriculture, les industries agroalimentaires, etc. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'assiette, premier constat, il n'y a rien qui disparaît. Il n'y a pas de tabou, d'accord ? On n'arrête pas de manger quelque chose. Par contre, vous voyez, par rapport au niveau de consommation, les grammages exprimés ici, en grammes à gérer par adulte et par jour, ici, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qu'il faudrait réduire, d'accord ? Donc, les huiles, les graisses en général, l'alcool, hein, mais il en reste, On boit du vin, mais moins. Un petit peu, donc moins de lait, donc un petit peu, pour le coup, c'est une réduction par 2 des produits laitiers. Une augmentation des fruits et légumes frais. Les poissons, crustacés, les viandes, on réduit. Les pommes de terre, en gros, les féculents en général, on en mange trop, donc il faut réduire. On augmente les céréales et si possible des céréales complètes. Et on augmente très fortement aussi les légumineuses et les fruits à coque. Et puis après, sucre. On mange trop de sucre. Mais sur le sucre, l'idée, c'est sur l'ensemble des sucres qu'on consomme et les sucres cachés, on passe de l'équivalent de 20 pierres de sucre à 16 pierres de sucre. Alors quand on dit ça, souvent les gens disent mais 16 pierres de sucre, vous êtes sûr ? Mais ouais, d'après les nutritionnistes, quand on fait tout l'ensemble quand on trace tous les sucres qu'on a dans notre alimentation, aujourd'hui dans l'assiette moyenne des Français, il y a 20 pierres de sucre. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, la logique, c'est inverser notre apport de protéines entre 2 tiers de protéines animales pour 1 tiers de protéines végétales aujourd'hui. On inverse, on passe à 2 tiers de protéines végétales et 1 tiers de protéines animales. Donc on mange moins mais mieux de viande et une viande qui va être produite dans des conditions qui ne sont pas celles, qui sont les meilleures conditions actuelles. Donc les viandes bio et les labels rouges ou AOC, mais comme on a discuté tout à l'heure, on peut regarder ce qu'il y a dedans. On n'est pas toujours sur les mêmes standards. Le second levier sur l'agriculture, donc qu'est-ce que ça donne comme évolution sur l'agriculture ? Premièrement, premier point, protéger les terres agricoles, condition sine qua non à pouvoir continuer à nous nourrir. Ensuite, nous, on propose de développer l'agriculture biologique jusqu'à 50% de la superficie agricole utile. Et puis pour le reste, on généralise les pratiques agroécologiques. C'est-à-dire qu'il peut encore y avoir des phytos, c'est pas forcément la question, mais on va essayer de réduire cette utilisation des phytos par différentes pratiques agroécologiques. Donc, des rotations allongées, diversifiées, la généralisation des couverts entre cultures et puis surtout les sols nus, les bandes enherbées, les bords de parcelles, etc. Développer et renforcer ce qui se fait déjà, mais des cultures associées. On réduit le travail du sol. Alors, on arrête, agriculture de conservation avec glyphosate ou pas. Nous, ce qu'on préconise, c'est de toute façon de réduire le travail du sol. L'agroforesterie, donc globalement la place de l'arbre hors de la parcelle ou dans la parcelle. Il y a des choses très intéressantes qui se font et qui sont utiles.
à développer, et puis on préserve le pâturage. Voilà, donc je passe, je vais assez vite là-dessus, mais en gros, on généralise ces bonnes pratiques. On relocalise les productions, donc comme on l'a vu dans la discussion précédente, il va falloir diversifier aussi les productions à l'échelle du territoire, à l'échelle de la ferme. Et on augmente considérablement la part de légumineuses produites, alors un petit peu pour notre alimentation, mais surtout pour nourrir les animaux qui sont préservés dans le scénario after. Mais du coup, on va baisser les cheptels, et du coup, on va proposer aux éleveurs de produire eux-mêmes une partie de leur alimentation là où c'est possible. Donc ça nécessite aussi des outils filières de transformation de ces légumineuses en concentré en aliments pour les animaux. Et du coup, ça nous permet d'abandonner les importations de soja OGM et les importations globalement de céréales et oléoprotéagineux qui servent à nourrir nos animaux. Et puis enfin, dans une logique de réduction des déchets et d'économie circulaire, on va essayer de valoriser au maximum tous les coproduits de l'agriculture. Donc je l'évoquais, les matériaux biosourcés, aussi sur l'énergie. Il y a un enjeu aussi à ce que l'agriculture produise à la fois de l'énergie via le biogaz, la méthanisation, et via le bois énergie. D'une part parce que ça permet de diversifier les revenus des agriculteurs, donc de renforcer la résilience de l'économie agricole par rapport au changement climatique. Et deuxièmement, parce que l'agriculture doit aussi faire sa part dans le scénario de transition énergétique au niveau français. Et c'est là où le scénario after vient compléter le scénario négawatt. Sur l'élevage, je le disais, on généralise ce qui se fait de bien aujourd'hui, donc les productions sous signe de qualité et d'origine, avec des cahiers des charges exigeants. On supprime les élevages intensifs de porcs et de volailles, donc l'élevage hors sol, caillebotis, en cage, etc. Ça, on arrête. Et puis, dans le cheptel bovin, on va... alors, je ne l'ai pas mis là pour aller assez vite, mais on est quand même à Clermont-Ferrand, dans le Massif central, on ne peut pas ne pas en parler. On va limiter la spécialisation des races et tendre davantage vers les races mixtes qui font à la fois du lait et de la viande pour éviter des spécialisations entre des Primostein qui vont cracher du 10 000 litres de lait poussé comme il faut, et puis des vaches qui ne feraient que de la viande. On peut faire les deux. Donc on rééquilibre un petit peu le choix dans les cheptels. Et on préserve fortement les pertes de prairies naturelles permanentes. Aujourd'hui, on en perd. Avec After, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rehausse, on freine la perte. Voilà. Dans After, on dit c'est un enjeu, il faut les préserver pour tout un tas de bonnes raisons, agronomiques, de séquestration carbone, de paysage. Malgré tout, il y a une diminution, vous l'avez vu, conséquente de la consommation, donc de la production de viande et de lait. Ensuite, globalement, le reste des cheptels en poules pondeuses ou en volaille sont à l'équilibre, et une augmentation légère, mais une augmentation quand même du cheptel ovin. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? On a une production agricole qui est performante, c'est-à-dire une production végétale qui est maintenue au niveau identique à la production actuelle, en volume. Une diminution considérable des impacts de l'agriculture sur l'environnement, donc division par 2 des gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie, une division par 2,5 de la consommation d'azote minéral via le recours à la matière organique, une division par 3 de la pression phytosanitaire, une réduction par 40% des émissions d'ammoniac. C'est vrai, j'en ai pas parlé dans les enjeux, mais vous savez que dans les différents polluants atmosphériques, il y en a un qui est l'ammoniac, NH3, qui est produit à 98% par l'agriculture. Le problème de l'ammoniac, c'est que c'est un précurseur des particules fines, donc il va se recombiner dans l'atmosphère avec des oxydes d'azote, et il est responsable en partie des épisodes de pollution aux particules fines qu'on a dans les zones urbaines, à l'Île-de-France ou à Lyon. Vous voyez, moi, en tant que cycliste, je me traîne des rhumes. Division par 2 des prélèvements d'eau en été. Alors là, c'est un point délicat et souvent très discuté avec le monde agricole. On l'a vu, il y a une tension sur la ressource en eau qui va être grandissante. Nous, ce à quoi on arrive dans le scénario after, c'est une division par 2 des prélèvements d'eau en été et un maintien des prélèvements totaux sur l'année, ce qui est plutôt cohérent avec les prospectives climatiques qui nous disent que globalement, on aura à peu près la même quantité d'eau, voire moins, mais par contre une répartition beaucoup plus aléatoire dans l'année. Mais le point crucial, et vous l'avez vu tout à l'heure sur la courbe sur les prospectives de la ressource fourragère, ça va être l'été, où là, on a vraiment on aura des difficultés réelles dans le maintien de nos systèmes d'élevage en France. Bon, des coups durs pour l'agriculture, mais sur les systèmes d'élevage qui dépendent de ressources fourragères en prairie permanente, donc on intervient peu, ça va être très compliqué. Donc tout ça, c'est fait sans hypothèse de rupture majeure.
ni dans les pratiques, ni dans les techniques. Donc, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de satellite, etc. Il n'y a pas d'hypothèse sur des choses qu'on pourrait un jour peut-être développer. On travaille juste avec l'existant. Après, tout ce qui pourra venir dans l'innovation qui nous facilitera la vie, ce sera bien. Mais on part de l'existant et on généralise donc les meilleures pratiques et les meilleures techniques agronomiques connues aujourd'hui. J'en arrête là pour la présentation et je termine par une diapositive pour vous dire que donc ce scénario AFTER, on l'utilise aussi pour accompagner les territoires. Donc là, c'est l'exemple de ce qu'on a fait récemment avec l'agglomération de Valence-Roman dans la Drôme, un accompagnement donc de Solagro et de nos collègues de Blesa Consulting, qui s'appelle Ceresco depuis 3 semaines. En fait, comment ça marche? Le territoire voulait définir une trajectoire agricole et alimentaire. Et ils se sont dit, est-ce qu'avec AFTER, on peut faire atterrir votre scénario dans la réalité physique, géographique et agronomique de notre territoire? Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données statistiques, physiques et agricoles du territoire. On fait avec ça un scénario tendanciel, c'est-à-dire si on ne fait rien, si on prolonge les tendances actuelles à 2050, l'agriculture et l'alimentation sur votre territoire, on en arrive là. On fait un scénario AFTER 2050 atterri physiquement sur le territoire. Et ensuite, dans le dialogue avec à la fois les élus du territoire et puis les partenaires de l'agriculture, de l'alimentation, de la distribution, voire les consommateurs aussi sur les questions d'accessibilité, on met en dialogue ces différents scénarios, la tendance de fond si on ne fait rien, une tendance AFTER 2050, et du coup ça permet au territoire de comprendre les enjeux, de voir où sont les points les leviers, les points de bascule, ou les impasses, et de se dire, du coup, si on s'approprie tous ces enjeux, nous, le scénario qu'on souhaite mettre en œuvre, la vision politique qu'on veut développer sur notre territoire, ce serait l'intermédiaire entre le scénario tendanciel et le scénario AFTER 2050 sur le territoire. Et puis pour faire le lien avec la suite, sur Valence-Roman Agglo, la semaine prochaine, on fait une réunion où du coup c'est les collègues du BASIC qui ont, avec Terre de Liens et la FNAB, développé l'outil Parcelle. Et on vient sur le territoire de Valence-Roman Agglomération et avec les élus et les partenaires agricoles du territoire, on va regarder ce que donne le résultat de l'outil Parcelle sur le territoire et le comparer avec la trajectoire qui a été validée politiquement par Valence-Roman Agglomération. Transition. Eh ben super, merci d'avoir fait la transition du coup, Antoine. Est-ce qu'il y a juste une ou deux questions, mais vraiment de compréhension, pas de débat, avant qu'on passe à la présentation suivante? Bonjour, je suis Nathalie Gara, je suis une journaliste dans une revue d'aménagement et d'urbanisme. J'avais juste une question par rapport à la territorialisation que vous pouvez effectuer dans le cadre de AFTER 2050. Quels sont les paramètres locaux que vous intégrez justement pour différencier les différents territoires? Simplement la géographie du territoire, c'est-à-dire la répartition de la superficie du territoire entre les zones artificialisées, les zones de forêt, les zones agricoles. Dans les zones agricoles, sur la base des statistiques agricoles, on rentre la réalité agricole du territoire, c'est-à-dire il y a tant d'exploitation, il y a tant de surface en maraîchage, il y a tant de surface en fruits, tant de surface en grande culture, tant de surface dédiée à l'élevage. Et quand on zoome dans l'élevage, la répartition du cheptel, elle est la suivante: vaches laitières, vaches à viande, volailles, etc. etc., etc. Globalement, c'est ça. La population du territoire, évidemment, c'est un point d'entrée pour le lien avec la consommation. Et voilà, et avec ça, on injecte donc ces données d'entrée dans l'outil de prospective, notre calculateur. Et en sortie, on a les variabilités sur la consommation locale, sur la production locale, les impacts sur l'environnement, etc., etc. Voilà. On peut injecter aussi une courbe d'évolution de la population sur des territoires urbains très dynamiques, par exemple. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait les coûts. Il y a une évaluation des coûts de tous ces changements? Il y a eu une évolution faite donc à la fois sur la variation dans la valeur ajoutée agricole et sur le revenu des agriculteurs et sur les emplois induits. Et du coup, on est sur une production agricole constante. Donc en fait, en termes de volume, il y a une baisse du volume, mais comme on est sur des produits de qualité, etc., il y a une augmentation de la rémunération. Et en termes d'emploi, on génère plus d'emplois avec AFTER que ce qu'on a aujourd'hui en emploi agricole. Donc ça, c'est effectivement un paramètre tout à fait important. Ouais. Et le coût de la transformation, enfin là, vous mettiez suppression de l'élevage intensif, donc forcément, ceux qui ont des engagements. Tout à fait.
Donc Bah, ça, c'est intégré. Ouais. Non, ça, c'est pas intégré. Nous, on propose un chemin, on fixe des objectifs, et après, alors là, c'est le rôle des élus, de se dire comment est-ce qu'on accompagne l'agriculture. La PAC, c'est 9 milliards d'euros, dont 7 milliards d'euros d'aide directe en France à l'agriculture, 2 milliards pour le second pilier. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? À qui on le donne? Pourquoi? Dans quel but? Les aides à l'installation, les aides à l'entreprise, etc., etc. Il y a des leviers quand même. Oui, juste une petite question. Et ça, After 2050, ça a une vision pour une capacité nourricière du territoire, ou c'est vraiment réduire wow. Est-ce que ça donne les billes au territoire pour justement réfléchir des politiques afin d'aller vers une capacité nourricière? C'est tout à fait un objectif un outil pédagogique, effectivement. Ça permet de prendre conscience, et notamment quand on joue sur les scénarios, à se dire est-ce qu'on peut pousser tel curseur? Oui, on peut, mais ça a telle conséquence sur votre autonomie alimentaire, par exemple. Par exemple, sur Valence Roman Agglo, historiquement, il y a une production importante de volailles, donc de volailles de chair et volailles œufs. Et ils ont, du coup, ils produisent, je ne sais plus les chiffres, mais c'est plus de 200 ou 250% de ce qu'ils consomment en volaille. Donc, du coup, quel choix on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on réduit un peu pour dégager des marges de production pour d'autres productions qui sont déficitaires sur le territoire, et donc on rééquilibre l'autonomie alimentaire du territoire, ou bien est-ce qu'on se dit non, cette filière-là économiquement elle est prioritaire et on continue d'exporter ça, c'est ok, mais simplement ça a d'autres conséquences derrière. Et donc comme on est sur un modèle systémique, la boucle est bouclée, donc si on ne touche pas à ce paramètre-là, ça a des conséquences, mais après c'est un arbitrage politique. Mais du coup le scénario, cet outil il permet justement de prendre conscience des ordres de grandeur et des points de levier possibles, des leviers possibles et des impasses. Voilà. C'est une question rapide. Bonjour, merci pour votre exposé. Nicolas Bernard, la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes également, comme Boris Callan tout à l'heure. J'avais une question pour savoir quelle est la maille pertinente pour réaliser ce type de simulation et quelle est la maille maximale qu'on peut utiliser? Je pense qu'à l'échelle d'une communauté de communes, c'est un peu faible. Valence Roman Agglomération, c'est conséquent, c'est 59 communes, c'est presque un tiers du département. Maintenant, quand on discute avec les élus de Valence Roman sur le comment faire, une fois qu'on a fixé un cap, la question c'est est-ce qu'on est suffisamment costaud quand on est la grosse agglomération du département? Et la réponse, elle est non. Parce que notre propos, ce n'est pas que chaque territoire devienne autonome et en autarcie. Donc nécessairement, on est connecté au reste des autres territoires. Donc la bonne échelle pour le changement, moi je pense qu'à l'échelle régionale, notamment quand on raisonne avec l'utilisation des fonds de la PAC et le déploiement de politiques agricoles, de politiques de développement rural, à mon avis, la bonne échelle pour la transition, c'est au moins de raisonner à une échelle régionale. Après, il y a un vrai intérêt à ce que territoire par territoire, les acteurs agricoles et les élus se saisissent de ces questions, prennent conscience des enjeux et se disent ah oui d'accord, ok, donc le changement il est là et du coup l'ordre de grandeur de ce qu'il y aurait à modifier ce serait ça quoi. Voilà.